Le calcul de satisfaction est fondamental dans la compréhension de la psychologie de la motivation. Calcul de satisfaction derrière lequel se tient la recherche de satisfaction. Nous sommes obligés de constater que nous recherchons d'une façon continuelle, en quelque sorte, la satisfaction. Et quelquefois, pour obtenir cette satisfaction, nous devons accepter certaines insatisfactions. Donc toute notre vie intérieure, en quelque sorte, est un jeu entre satisfaction et insatisfaction. Savoir comment se procurer des satisfactions, comment surmonter les insatisfactions, quelles insatisfactions il faut accepter pour obtenir telle autre satisfaction. Par exemple, l'étudiant doit apprendre, doit passer des examens, doit investir beaucoup d'énergie dans les études qu'il fait pour obtenir un travail qui l'intéressera, qui sera rémunérateur, etc. Donc notre vie intérieure est une continuelle évaluation entre les satisfactions et les insatisfactions. Qui sont inévitables de toute vie. Il n'existe pas une vie dans laquelle il n'y a que des satisfactions. Encore que, à partir du moment où, selon une ligne directive de notre activité, on accepte globalement les difficultés que l'on va rencontrer, bien on les allège de beaucoup et on ne vit pas avec le sentiment d'être dans l'insatisfaction, parce que la vie nous donne cette extraordinaire possibilité de transformer justement l'insatisfaction en satisfaction à partir de l'acceptation. L'acceptation qui n'est pas la résignation, mais qui est le fondement d'une vie intérieure active. Accepter les conditions, de toute façon, si on ne les accepte pas, on les subit. Alors, les accepter, c'est aller dans la même direction que les conditions de la vie. Et cela nous apporte le sentiment d'être en accord avec la vie. Et cette vie, elle ne se promène pas autour de nous, elle est la vie en nous. Donc être en accord avec ce qui nous pousse à vivre, qui est donc notre élan fondamental à la recherche de la satisfaction. Notre vie est une recherche incessante de satisfaction. Seulement, nous ne savons pas toujours où nous conduit telle ou telle activité ou telle décision. C'est pourquoi la psychologie de la motivation propose un calcul de satisfaction très précis qui permet de s'orienter dans la recherche de nos satisfactions. Et nos erreurs de satisfaction sont répertoriables, si je peux dire, par ce que Diel a appelé les 4 catégories de la fausse motivation. Elle se développe ainsi. La vanité au départ, qui est notre grande faiblesse, où nous avons continuellement le sentiment d'avoir raison, d'être mieux que les autres, c'est la vanité principielle. Cette vanité devient nécessairement, par loi du fonctionnement psychique, devient culpabilité. Diel a établi la possibilité justement de repérer en quelque sorte en nous ces 4 catégories. La plus facile à détecter, je dirais, c'est l'accusation. L'accusation qui se manifeste sous forme d'une rumination incessante contre la société, contre le partenaire, contre contre tout individu avec lequel nous avons affaire, et même, comme je vous dis, la société en général. Donc c'est une vision
tout à fait générale et sans consistance finalement, parce que la société, qu'est-ce que c'est? Effectivement, elle est constituée par des individus. Donc cette supériorité vaniteuse de croire avoir toujours raison crée une culpabilité parce que de toute évidence on a des insuffisances, on a des faiblesses et ça on ne peut pas ne pas les voir. Donc plus la prétention à la perfection est grande et plus la culpabilité de ne pas atteindre cette perfection est grande. Ces deux sentiments qui concernent l'individu sont donc projetés en accusation sur le monde. Si je n'arrive pas à être parfaite, si j'ai des insuffisances, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du monde. C'est la faute de la société, c'est la faute de mon partenaire, c'est la faute de mon patron. Enfin, il n'est pas très difficile de trouver un bouc émissaire sur lequel on déverse finalement le mécontentement de soi-même. Et lié à ce mécontentement de soi-même, se manifeste la sentimentalité, qui est donc une prise en pitié du monde extérieur pour magnifier en quelque sorte notre amour, la grandeur de notre âme, où nous nous préoccupons du monde extérieur, et en même temps, cette sentimentalité nous revient sur nous-mêmes en prise en pitié de devoir vivre dans un monde aussi insuffisant que celui dans lequel nous sommes, alors que nous sommes des êtres suffisants, supérieurs, et si nous avons des difficultés, elles sont toutes dues au monde extérieur. Voilà la tendance, disons, naturelle, premier mouvement, quand quelque chose de difficile nous arrive ou de pénible, premier mouvement, accuser la vie, accuser la société, accuser le partenaire, ou ça dépend qui est accusable, supposons-nous, dans cette situation. Après avoir défini les 4 catégories dont la technique sera de mettre le doigt sur l'une ou l'autre de ces catégories, mettre le doigt dans le sens, avoir le sentiment de l'avoir vécu, de l'avoir découvert en soi, ce qui nous donne un point d'appui pour chercher les 3 autres catégories. En sachant que s'il en manque une, la vanité s'infiltre dans cet aspect qui n'a pas été déterminé et l'effort d'élucidation est finalement nul. Nous avons besoin de répertorier les 4 catégories pour pouvoir nous soulager. Soulager nos accusations, nos plaintes, parce que face à nos accusations, nous pouvons contre-valoriser, c'est-à-dire nous opposer à ces accusations, de même que nous pouvons nous opposer à la plainte sur nous-mêmes, de même que nous pouvons nous opposer à la culpabilité qui risque de nous détruire, et ainsi nous faisons le tour des 4 catégories avec la possibilité de nous y opposer, parce qu'on a défini ce qu'étaient ces catégories. Comme je vous disais, la vanité de supériorité, la culpabilité de ne pas être parfait, l'accusation du monde qui nous empêche de l'être, et la plainte sur nous-mêmes d'être brimés en quelque sorte par les données du monde extérieur. Devant ces 4 aspects que l'on découvre comme négatifs, comme nous enlevant notre joie de vivre et notre capacité d'action, devant ces 4 catégories, nous pouvons contre-valoriser, c'est-à-dire opposer à ces
catégories qui sont des valorisations, qui sont des pensées, y opposer d'autres pensées, d'autres valorisations plus justes, plus incluant finalement l'ensemble de la vie et non pas ce tout petit bout de notre vie qu'est l'instant dans lequel nous avons été déçus ou vexés. Il s'agit donc d'avoir un regard beaucoup plus large sur la vie en général et notre vie en particulier, parce que la vie en général, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut le voir dans le vécu que nous pouvons détecter, comment nous avons vécu telle difficulté. Eh bien, si nous nous introspectons, c'est-à-dire si nous regardons avec une certaine lucidité et une méthode, qui est fondamentale, si nous regardons à l'intérieur de nous selon cette méthode, donc selon la connaissance des 4 catégories, nous pouvons finalement nous opposer à ces mouvements affectifs qui nous entraînent dans une sorte de révolte, un pessimisme ou un sentiment de tristesse de la vie, de déception. En fait, la déception sur la vie n'est pas autre chose que la déception sur nous-mêmes, parce que finalement le sens de la vie, c'est de nous opposer à toute cette facilité d'accusation dans laquelle on est irresponsable. Le sens de la vie, c'est de devenir responsable à tout instant, si je peux dire, de nos pensées, de nos actions, de nos sentiments. Et c'est justement parce que ces pensées, ces actions et ces sentiments sont détériorés par la vanité de supériorité et par la culpabilité que la vie perd son sens, la vie perd son attrait. Elle nous semble injuste, triste, sans véritable envergure, alors que finalement c'est notre limitation vaniteuse qui réduit la vie à nous et qui réduit la vie à ce qui nous arrive, alors que nous avons cette immense possibilité magnifique de la vie de pouvoir être maître non pas des données extérieures, mais des données intérieures. Si j'accepte une difficulté, je la transforme en énergie pour pouvoir l'affronter. Et ça, c'est le sens de la vie magnifique qui nous est possible, qui nous est promis, à condition qu'on ne soit pas centré vaniteusement sur notre prétendue supériorité. Face à toutes ces difficultés, à cet entraînement dans une sorte de plainte sur nous-mêmes, se tient la proposition fondamentale de la psychologie de la motivation, le grand calcul. Toute notre délibération intérieure est une recherche de satisfaction et le grand calcul est une recherche de satisfaction qui est fondée dans la grandeur de la vie, dans le fait que la justice est immanente, c'est-à-dire que nous sommes responsables de la façon dont nous prenons ce qui nous arrive. C'est notre grande notre grande chance, en quelque sorte. Nous pouvons ne pas subir la vie, nous sommes obligés d'accepter ce qui nous arrive de l'extérieur, mais nous restons maîtres de la façon dont nous allons réagir à ce qui nous arrive. Et c'est ça notre liberté, qui n'est pas autre chose dans le sens que la libération de cette fausse motivation, de ces 4 catégories dans lesquelles on tourne en rond. Et la liberté est une libération. Je n'ai pas la possibilité de faire tout ce qu'on a envie, ça n'a aucun sens du reste, parce que
la vie elle-même est régie par des lois. Accepter ces lois, les connaître, c'est la force de l'acceptation et qui nous permet de toujours retrouver notre satisfaction.